Salut Louis, Salut. merci d'avoir accepté mon invitation. Louis, tu es député du Val-de-Marne, député de la NUPES. Ouais. Hier à l'Assemblée ont commencé les débats sur le deuxième texte de la mandature, un texte sur le pouvoir d'achat. Vous avez pour l'instant à peine examiné l'article premier le premier jour, du coup vous allez reprendre ce soir les débats. Tu as notamment pris la parole toi hier pour défendre ton amendement sur la hausse du SMIC. D'abord, sur le fond, je reprends les arguments de certains macronistes. Le SMIC, aujourd'hui, il est autour de 3 000, à plus de 3 000 euros, à 3 029 euros. Si on ajoute en plus quelques aides et des primes, le passer à 1 500 euros, c'est pas si révolutionnaire que ça, quoi. En gros, on ajoute à peine 150 euros. Qu'est-ce que tu réponds à ces macronistes qui t'opposent, qui te disent ah, c'est pas grand-chose, pourquoi vous me faites chier pour ça? Il faudrait qu'ils lâchent leur indemnité l'espace de 2 mois et qu'ils se rendent compte que 150 euros, c'est énorme pour beaucoup de gens. L'argument que je trouve le plus choquant chez la Macronie, c'est de dire que l'augmentation du SMIC tuerait les petites et moyennes entreprises, ce qui est complètement faux. Par exemple, dans des villes de ma circonscription, vous avez des petits commerces, même des moyennes entreprises qui font du service, qui aujourd'hui sont totalement désertés par la clientèle. Pourquoi? Parce que les Français, ils vont que dans la grande distribution. Ils se cantonnent à ça. Grande distribution à qui on ne prend rien. Nous, ce qu'on propose, c'est d'augmenter les salaires pour que les gens puissent respirer un peu et d'organiser un mécanisme de solidarité pour que les grandes entreprises multimilliardaires contribuent à justement financer la hausse du SMIC des petites et moyennes entreprises. Et c'est comme ça qu'on relancerait la consommation. Pour nous, c'est un cercle vertueux. Donc 150 euros, c'est pas rien quand on est connecté à la vie des Français. Et l'augmentation du SMIC, on sait la financer et c'est rendre un service aux petites et moyennes entreprises. Et est-ce que tu entends les arguments des macronistes? En fait, toute la proposition des macronistes sur cette loi sur le pouvoir d'achat, est-ce que tu comprends leur logique et tu te dis, bon, bah finalement, ils sont, on va dire, c'est pas néolibéral, hein, parce que quand même l'État va signer un chèque de plusieurs milliards d'euros, donc c'est pas juste une complète disparition de l'État, mais ça participe quand même d'une logique genre d'aide, genre juste momentanée et Pour m- contextuelle. Hmm. Est-ce que tu comprends cette logique-là ou tu te dis, bah non, ils font n'importe quoi, Bah, je la comprends parce qu'on sait à quoi s'attendre de la République en marche. Aujourd'hui, il y a une crise d'inflation. Il faut bien qu'ils fassent quelque chose. Ils peuvent pas rester sans rien faire. Ils se trouvent bien embêtés. Là, je vois deux choses. Déjà, premièrement, après ce projet de loi sur le pouvoir d'achat, l'inflation aura été plus grande que ce qu'ils auront donné. Ce qui veut dire que les Français vont perdre en pouvoir d'achat. Mais il y a une deuxième question. Sur ce projet de loi, on ne prend rien au capital. Et c'est là où, pour moi, on voit la quintessence du projet libéral. C'est-à-dire qu'on envoie de l'argent public, qui est finalement notre argent, et derrière, on ne touche pas aux entreprises, qui, elles, on fait des milliards de profits. Donc nous, ce qu'on propose, c'est pas un projet de loi pour le pouvoir d'achat, on propose un projet de loi pour le partage des richesses. Et c'est là où vous avez deux visions de la société qui s'opposent. Nous, ce que l'on dit, c'est que il y a des milliardaires qui ont accumulé et qui continueront d'accumuler. Il faut que ces gens y contribuent un petit peu à la solidarité. La vision de la République en marche, c'est notamment de détricoter l'État. Avec la prime de 100 euros dont on débat depuis des heures, ils vont casser la sécurité sociale. Parce qu'en défiscalisant, eh ben, ça fait moins d'argent pour la Sécu. Donc il y a tout un projet néolibéral derrière. Parce qu'en cassant la Sécu, derrière, ils justifieront le fait, il n'y a pas assez de moyens et ils continueront de détricoter. Donc c'est pas uniquement un combat présent pour donner du pouvoir d'achat immédiatement aux Français, c'est aussi un combat futur pour préserver nos acquis sociaux. Alors là, tu parles de. En fait, vous êtes un peu projet contre projet dans Mmh. l'Assemblée nationale. Euh, dans cette mesure, on imagine mal comment des amendements des uns ou des autres pourraient être acceptés. Tu vois, enfin, dans la mesure où eux, ils ont genre bah, leur autoroute, tu vois, pour aller bah, vers là où ils ont envie, vous avez la vôtre. Est-ce que tu trouves ça normal que, par exemple, ils aient rejeté absolument tous vos Bah, amendements de la Pour NUPES? moi, il y a deux choses sur ça. Déjà, premièrement, la Macronie ne comprend pas ce qui s'est passé aux élections législatives. Il y a un message qui a été envoyé par les Français qui disait on veut au minimum une autre méthode, au mieux une autre politique. L'autre méthode, on la voit pas. Même les LR qui proposent des amendements assez libéraux, ils les refusent, ils réfléchissent même pas. Ils sont pas dans le compromis, ils sont pas dans la discussion, ils gardent cette posture arrogante bourgeoise qui fait que ça les rend insupportables dans l'hémicycle mais aussi aux yeux des Français. Et puis nous, dans l'hémicycle, on propose des amendements. On essaie de convaincre, on arrive à convaincre dans l'hémicycle. Il y a des députés qui changent leur vote, mais les Des gens, macronistes? non, faut pas aller jusque là. Mais par contre, on veut parler au peuple français. En fait, il y a la crise écologique qui est majeure et les jeunes sont révoltés de ce qui est en train de se passer. Il y a une crise sociale qui est profonde et en fait, les Français attendent de nous qu'on porte cette parole-là. Et en portant ces arguments, en portant ces paroles-là, on fera en sorte de rendre cette rentrée sociale.
on réussira pas uniquement à changer la société en faisant passer des amendements. Il va falloir la lutte. Et on veut être porte-parole de ces luttes-là et on veut les encourager, on veut donner de l'espoir. C'est ça aussi le sens de nos interventions. Donc, notre objectif, c'est aussi que cette rentrée soit sociale et que par le rapport de force, on impose notre projet de société. Alors, je vais revenir sur la question du rapport de force et de la question du mouvement social, mais d'abord, un dernier mot en fait sur votre stratégie politique. Est-ce que tu n'as pas peur que justement la, j'allais dire radicalité, mais c'est pas le bon mot forcément de vos amendements, qui fait que bah, du coup ils les rejettent tous, ne jette le gouvernement dans les bras en fait des LR, qu'il n'y a que avec les LR en fait qui puissent faire une majorité et que du coup un gouvernement qui était déjà très à droite va être encore plus à droite du fait de son impossibilité à travailler avec vous. Bah, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est une clarification. Enfin, si, la question c'est est-ce que nous on devrait pas être dans le compromis pour les empêcher d'aller à droite? Non, parce que sinon on mènerait une politique libérale. Il y a une clarification politique qui s'est faite. Il y a nous qui est le bloc de l'Union populaire qui veut une politique écologique, sociale. Il y a le bloc des libéraux avec La République en marche et les Républicains à l'intérieur qui se cherchent encore. Et il y a le bloc nationaliste, fasciste, le Rassemblement national. Nous, on va pas chercher à changer qui on est dans des calculs et des arrangements politiques qui nous déconnecteraient des Français qui ont des attentes vis-à-vis de nous-mêmes. Donc, tout à l'heure, tu as dit les macronistes, ils sont pas dans le compromis alors qu'ils avaient Ouais, mais dit qu'ils voulaient quand je dis ça, c'est que nous, parfois, on propose des amendements de bon sens, voilà, une autre rédaction pour que ce soit plus clair, ou même les Républicains proposent aussi des choses qui, au regard d'un libéral, sont totalement acceptables. Mais La République en marche pense avoir le monopole du pouvoir, l'adhésion de la totalité du peuple, et c'est ça en fait, c'est symptomatique d'une manière de faire de la politique dans la vie parlementaire, mais surtout dans la vie exécutive. C'est le gouvernement qui commande tout, et notamment le président de la République. Ce qui est symptomatique, enfin le comportement du parlementaire, il est symptomatique du fait que la Macronie n'a pas compris que les Français voulaient autre chose, voulaient d'autres méthodes politiques. C'est ça pour moi qui est inquiétant, parce que ça crée encore plus un décalage entre les Français et la politique. Parce qu'il y a eu un vote qui a envoyé un message, ce message n'est pas écouté, n'est pas respecté, et ça éloigne encore plus les Français de la politique. Alors, tout à l'heure, tu as dit que tu voulais être le porte-parole des luttes et que tu attendais du coup une rentrée sociale musclée et dense. Est-ce que être le porte-parole justement des luttes, ça veut dire être en colère dans l'Assemblée nationale? Parce que c'est vrai que là, depuis le début, hein, donc ça fait pas très longtemps, qu'on vous voit prendre la parole, on vous voit très en colère, on vous voit très agressif vis-à-vis de la Macronie, sûrement à raison. Hein. Je ne prononce pas, je dis pas que c'est pas ce qu'il faudrait faire, mais je crois même que c'est ce qu'il faut faire. Mais est-ce que tu n'as pas peur que cette stratégie, en fait, d'être en colère pour incarner la colère, pour incarner un peuple en colère, est-ce que tu as peur qu'au bout d'un moment, les gens se disent « Oh là là, mais pourquoi qu'est-ce que c'est que ce cirque, en fait, dans l'Assemblée nationale ?» En fait, je découvre l'hémicycle et en fait, quand on prend la parole, la Macronie, le RN et LR ne savent pas se taire et donc du coup, ils essaient de parler plus fort que nous. Donc en fait, on entend uniquement le micro, mais c'est pour ça en fait que tout le monde se met à crier, c'est parce que c'est une assemblée qui est bruyante. Non, mais il y a dans les Après, mots ensuite, ensuite, oui. On utilise des mots forts, mais parce que la situation le nécessite. Et par exemple, hier, j'ai pris une intervention en disant, mais par pitié, votez ce SMIC, réalisez la détresse sociale. J'ai pas calculé la colère, on parle avec passion. Là, il y a moins d'un mois, j'étais un étudiant précaire, je savais pas joindre les deux bouts. Je parle avec ce cœur-là. Chacun a son style. D'autres députés sont beaucoup plus calmes. Et puis, peut-être que si jamais l'Assemblée se taisait un peu, et qu'aussi en pratiquant, on changera. Mais quand on parle pas avec calcul, on parle avec le cœur. Et c'est ça qui fait ces interventions-là et qui fait qu'aussi les Français les apprécient. Tout à l'heure, tu m'as dit, avant que l'interview commence, que la politique, c'était pas que dans l'Assemblée nationale et que toi, tu comptais aussi investir beaucoup ta circonscription. Qu'est-ce que ça veut dire Pour moi, il y a pas que la circonscription. Il y a déjà, quand je parle de rentrée sociale, il faut avoir conscience qu'il y a plein de pans de la société qui ont des raisons de se mobiliser, et particulièrement dans la jeunesse. Il faut acter le fait qu'il y a une rupture générationnelle, c'est-à-dire qu'il y a un décalage entre les gens de ma génération et les générations qui sont au pouvoir dans les gouvernements, les États, les entreprises. Et sur plein de sujets, on peut faire une rentrée sociale dans la jeunesse, sur l'écologie, sur le féminisme, sur l'antiracisme, sur le social, sur les questions de genre. Mais en fait, ce sont plein de luttes portées particulièrement par la jeunesse, par le fait qu'il y a un décalage générationnel, et on doit construire des ponts entre toutes ces luttes-là
pour permettre de faire en sorte d'avoir un mouvement de jeunesse uni qui puisse permettre de mettre en échec la politique du gouvernement. Ça, c'est plus ou moins vers ça que je veux aller. Ensuite, sur ma circonscription, j'ai une circonscription avec énormément de quartiers populaires. Ce sont des quartiers qui ne votent plus et pour beaucoup qui pensent ne pas avoir leur place en politique. Nous, notre enjeu, ça va être de les convaincre que c'est toujours utile de faire de la politique, pas uniquement le vote, de faire de la politique, et derrière aussi de faire en sorte qu'ils comprennent qu'ils sont légitimes à faire de la politique. Il y a pas mieux pour par exemple, faire partie d'une équipe municipale qu'un jeune qui vient des quartiers populaires. Parce que lui, il sait pourquoi est-ce qu'il faut faire des choix politiques. C'est ça aussi, nous, notre objectif. C'est de faire en sorte de reconnecter des gens déconnectés de la politique, de les convaincre, et derrière aussi de faire en sorte que ces gens nous rejoignent. Quand tu dis nous rejoignent, tu veux dire par exemple au moment, on va dire la prochaine élection, c'est les élections européennes, Ouais. après tu as les élections municipales, ça veut dire faire que ces gens-là puissent être élus? C'est à la fois faire en sorte que ces gens-là puissent être élus, on a besoin d'un renouvellement, mais c'est aussi faire en sorte qu'ils fassent la politique autrement avec nous. Nous, par exemple, sur la rentrée, on va faire des collectes de fournitures scolaires qu'on va aller donner devant des écoles. On va faire une campagne contre les expulsions. Si jamais il y a une expulsion faite par le département sans diagnostic social, écharpe tricolore, on ramène tous les militants et on empêche l'expulsion. Ça, c'est faire de la politique. En fait, il faut réussir à les convaincre qu'en agissant, on peut changer les choses. Des petites victoires et peut-être, une fois qu'ils auront rejoint les équipes, d'autres grandes victoires. C'est ça, nous, notre enjeu pour moi dans la NUPES sur la circonscription. J'ai une dernière question. Louis, tu es un des plus jeunes députés Ouais. de l'Assemblée nationale, hein, on l'a beaucoup répété, tout le monde te le répète à chaque fois. Est-ce que ça te confère une mission particulière dans l'Assemblée? Je vois que tu parles beaucoup de la Ouais. jeunesse. Est-ce que du coup tu te sens genre porte-parole de la jeunesse ou est-ce que tu as envie d'être considéré comme un député comme un autre? Il y a plein d'autres gens en fait qui ont des identités de genre, d'orientation sexuelle, etc. et qui sont pas forcément genre porteurs des combats liés à ce genre ou à cette orientation Ouais. sexuelle. Est-ce que toi, tu vas être le jeune de l'Assemblée? Je peux pas avoir la prétention d'être porte-parole de la jeunesse parce que la jeunesse, il y a des jeunesses et je peux pas représenter toutes ces jeunesses-là. Par contre, ce que j'ai envie de porter, c'est un message politique qui fédère la jeunesse. Et c'est ce que j'expliquais avant, c'est la rupture générationnelle, le décalage qu'on a entre nos générations et les générations à la tête des États et des entreprises. Mon objectif à moi, c'est de porter une parole, de construire des ponts entre ces luttes pour faire en sorte que la jeunesse se regroupe et qu'elle comprenne qu'elle a un intérêt commun, quels que soient ses centres d'intérêt politique, parce que on est puissant quand on est ensemble. Je trouve qu'il y a un air de mai 68 sur le décalage générationnel. Et mai 68, ça a changé des choses. Donc l'objectif, c'est peut-être de refaire un autre mai 68 qui permettra de cesser l'hypocrisie écologique, qui permettra de vraiment donner un état de conscience sur les questions de genre, sur les questions d'antiracisme, sur les questions d'égalité entre les femmes et les hommes, et puis surtout de faire cette répartition des richesses que la jeunesse réclame, parce que la jeunesse est enfermée dans la pauvreté, et il est temps que ça change. Merci beaucoup Louis. Merci à toi.